Donc, bonjour et bienvenue à la formation Travail en zone tiède et chaude, regroupement des patients COVID-19. Mon nom est Marie-Pierre Caron, je suis infirmière en pratique avancée et c'est moi qui vous donne la formation aujourd'hui. Les objectifs de la formation, c'est que vous compreniez votre rôle de coach, de comprendre la pertinence des différentes zones, puis surtout comment on les distingue, de comprendre les bases de l'organisation du travail et comment optimiser le pays, de comprendre l'utilisation puis la gestion du matériel de soins dans les différentes zones. Puis finalement, c'est d'aborder le circuit du médicament dans les différentes zones. Comment ça va se dérouler? On va voir avec vous, ça va être quoi votre rôle de coach? Les différents principes de travail en zone tiède et chaude, les principes du circuit du médicament, les consignes pour la double vérification indépendante à la pompe, et finalement, je vais vous donner quelques astuces de travail en zone tiède et chaude. Ce qui est important à retenir, c'est que l'information que je vous présente se retrouve en détail dans un document dans l'intranet qui s'intitule « Travail au quotidien, zone chaude et tiède COVID-19 » que vous retrouvez sur l'onglet COVID-19. Vous avez juste à cliquer sur l'onglet « Prévention et contrôle de la COVID » à droite de l'écran. Vous allez retrouver plus d'informations sur le pays, le circuit du médicament qui est spécifique soit à Alexiuk ou Alexia et un exemple de liste de matériel à mettre dans les chambres. Je vous invite à le consulter régulièrement. C'est un document qui est appelé à évoluer au fil des semaines. Donc, pour rester au courant des dernières mises à jour, surtout ne l'imprimez pas, mais consultez-le à l'écran. Qu'est-ce qu'on s'attend de vous comme coach, dans votre rôle de coach? Vous avez un rôle clé auprès des équipes sur votre unité. Vous allez détenir une connaissance supérieure au fonctionnement dans les différentes zones. Vous allez être en mesure, après cette formation-là, de répondre aux questions de vos collègues et de s'assurer surtout qu'ils comprennent et connaissent le fonctionnement dans les différentes zones. Ça va donc être important, quand vous commencez votre quart de travail, de s'assurer que tous les membres qui ont à travailler dans la zone connaissent bien les principes et les directives dans ces zones-là. Également, on vous demande de rester au courant des nouveautés de la page COVID-19. Donc, ça va être vous qui allez, une fois que vous les avez consultées, diffuser cette information-là auprès de votre équipe de soins. Donc, vous êtes des mentors pour vos collègues. Vous allez être également des gardiens des bonnes pratiques. Ça va être votre rôle de vous assurer que les gens qui travaillent, comme je disais, respectent les bonnes pratiques, autant au niveau du fonctionnement que de la bonne façon de mettre et retirer l'équipement de protection individuelle. Puis également, vous allez être responsable du maintien de la vigilance à travers le temps. Au fil des semaines, ça se peut que la vigilance des équipes commence à diminuer. Et ça va être très important à ce moment-là que vous veniez redonner un nouveau souffle finalement à l'équipe pour que la sécurité de tous soit maintenue. Pourquoi on délimite des zones tièdes et chaudes? Mais premièrement, pour protéger les intervenants. On veut évidemment réduire la fréquence d'exposition en, par exemple, réorganisant le travail. Et évidemment, vous allez réduire la fréquence de manipulation de l'EPI contaminé. Donc, si vous avez moins souvent à mettre de l'EPI, vous allez moins souvent avoir à l'enlever et ainsi avoir à le manipuler quand il est contaminé. Également, ça protège les autres patients qui sont hospitalisés parce qu'on les isole des patients qui, eux, ne sont pas suspectés ou confirmés. Et ça permet également d'optimiser nos stocks de pays. Dans les dernières semaines, on sait que nos stocks ont été quand même un enjeu. On risquait d'en manquer. Donc, en permettant de conserver de l'équipement entre les patients qui sont suspectés ou confirmés, mais ça nous permet de moins utiliser de pays et ainsi de conserver nos stocks. En zone tiède, ça regroupe des patients qui sont en attente de résultats au test. Donc, on ne sait pas encore si leur résultat est positif ou négatif. Entre les patients de cette zone-là, on conserve le masque et la protection oculaire. En zone chaude, c'est des patients qui ont un diagnostic confirmé de la COVID. Donc, entre les patients de cette zone-là, on peut conserver la blouse, le masque et la protection oculaire. Faites attention si sur votre unité de soins, il y a une zone tiède et une zone chaude. À ce moment-là, ce serait très important d'utiliser une cloison mobile pour bien délimiter géographiquement les deux zones.
En zone tiède, chaque patient, étant donné qu'on ne sait pas encore s'il est positif ou négatif, est considéré comme un silo. Donc, le registre de présence doit demeurer à l'entrée de chaque chambre et être complété à toutes les fois qu'il y a quelqu'un qui entre ou qui sort de la chambre. Et les poches à linge et les poubelles doivent être dédiées à l'intérieur de chaque chambre ou de la civière quand c'est possible. Et la zone tiède peut inclure 2 types d'isolement. Donc, ça peut être autant des patients qui sont en précaution aérienne, contact renforcé, que des patients en précaution gouttelette, contact et protection oculaire. On doit retrouver du matériel de PI à la porte de chaque chambre et, si possible, chaque civière. On change les gants et la blouse et on se désinfecte les mains entre chaque patient. Et on peut conserver le masque et la protection oculaire si, évidemment, ils sont non souillés ou brisés. Si jamais le trajet de l'intervenant implique 2 types d'isolement, si par exemple vous avez à aller voir, à faire une tournée, puis à entrer dans des chambres de patients qui sont gouttelettes contact et des chambres de patients qui sont aériens contact renforcés, à ce moment-là, mettez d'emblée le masque qui offre la protection la plus forte, donc le masque N95. Comme ça va permettre d'utiliser un seul masque puis de ne pas avoir à manipuler, faire un changement de masque finalement entre les patients. Dans les chambres, on tente de conserver un minimum de matériel, du matériel qu'on risque d'avoir besoin pour faire nos soins auprès des patients. L'idée, c'est de minimiser les entrées et les sorties pour justement aller chercher du matériel qui nous manque. Dans le document de travail que je vous ai mentionné tantôt sur la page COVID, il y a à la fin un exemple de liste de matériel que vous pouvez utiliser pour monter ce kit-là à chaque chambre de patient. Évidemment, vous pouvez le bonifier ou le personnaliser là, selon les besoins de votre unité. Le matériel qu'on peut y retrouver, par exemple, c'est des tampons alcoolisés, des serviettes ou des débarbouillettes. Évidemment, ce genre de matériel-là, ça se peut que ça soit un petit peu plus difficile à l'urgence, étant donné qu'il y a un très grand roulement de patients, ça impliquerait des fois de jeter à la fin beaucoup de matériel. Donc, ça se peut qu'à l'urgence, ça soit une notion qui soit un peu plus difficile à appliquer. Si le patient transfère vers un autre département en cours d'isolement, on fait suivre ce matériel-là de soins, comme du matériel de pansement pour des prises de sang. Si le patient quitte, à ce moment-là, on va jeter le matériel qui ne peut pas être désinfecté si le patient a eu son congé de l'hôpital. On dédie de l'équipement au patient quand c'est possible, et si ce n'est pas possible, à ce moment-là, on le désinfecte vraiment rigoureusement. Dans la mesure du possible, on évite le partage d'équipement entre les patients des zones tièdes et les patients des zones tièdes et chaudes. On peut dédier du matériel comme des machines à signes vitaux, des stéthoscopes, des glucomètres, par exemple. Le patient doit demeurer dans sa chambre en tout temps. La salle de bain, si jamais c'est une salle de bain qui est partagée entre 2 chambres ou entre 2 patients, ne peut pas être partagée. Il faut assigner une chaise d'aisance à un des 2 patients. On limite à l'essentiel les examens en dehors de l'unité. Et si jamais le patient a à se déplacer, on respecte la trajectoire de soins. Je vous réfère au document de trajectoire que vous allez pouvoir trouver sur l'onglet COVID et vous référez également aux affichettes de transport. En zone chaude, je le rappelle, c'est des patients qui sont confirmés, qui ont un diagnostic positif à la COVID. Les patients, ils peuvent cohabiter dans les chambres, donc il peut y avoir plus qu'un patient dans une chambre, sauf si ils ont d'autres pathogènes. Donc, si par exemple, ils sont connus SARM ou ils ont la gastro, par exemple. Le registre de présence, lui, il doit être à l'entrée de la cohorte. Donc, c'est en entrant et en sortant de la cohorte et non pas des chambres qu'on le complète. Il doit y avoir des poches à linge et des poubelles qui sont dédiées à chaque chambre ou à chaque civière si c'est possible. Et encore une fois, on peut retrouver 2 types d'isolement. En ce qui a trait à l'EPI, c'est à l'entrée de la cohorte qu'on va le mettre parce que c'est en entrant dans la cohorte qu'on va s'habiller. Si jamais vous devez entrer dans la cohorte sans devoir rentrer dans une chambre, minimalement, c'est le port de la blouse qui est obligatoire. Entre chaque patient, comme on disait, vous pouvez conserver votre blouse, votre masque et votre protection oculaire s'ils sont non souillés ou brisés. Et on fait que changer de gants et on se désinfecte les mains entre chaque patient.
Évidemment, par exemple, en pédiatrie, si on a une co-infection qui nécessite un isolement supplémentaire, comme un isolement gouttelette, par exemple pour un virus, bien là, on va devoir aussi se changer de blouse entre ces patients-là. Dans la chambre, même chose qu'en zone tiède, on conserve un minimum de matériel. On réapprovisionne selon la consommation et c'est le même principe. Si le patient transfère en cours d'isolement, on fait suivre le matériel et si jamais il quitte l'hôpital, bien, on jette le matériel qui ne peut pas être désinfecté. En ce qui est trait à l'équipement, bien, assurez-vous là, dans la zone chaude que les aires communes sont vraiment bien dégagées. Donc, ça va permettre de faciliter le nettoyage puis la désinfection durant la journée si le corridor n'est pas encombré. Dédier également de l'équipement à la cohorte et non plus nécessairement aux patients. Donc, à la cohorte, comme justement les machines extraits vitaux, les glucomètres, et éviter de partager ce matériel-là avec des patients d'une zone tiède. Ça se peut par contre que ça soit pas toujours possible, comme par exemple dans le cas d'une chaise balance, mais si jamais ça doit être partagé, n'oubliez pas encore une fois de faire une bonne désinfection avec les lingettes. Si dans votre unité de soins, il y a zone chaude et tiède, bien dans la zone chaude, conservez un petit chariot de lingerie avec un minimum de matériel. Si toute l'unité est chaude, bien là, il n'y a pas de problème pour conserver le gros chariot de lingerie. Même chose qu'en zone tiède, le patient doit demeurer dans sa chambre en tout temps. On limite à l'essentiel, évidemment, les examens en dehors de l'unité. Sinon, on respecte la trajectoire si on a à se déplacer. La différence, c'est que si il y a deux patients qui sont dans la même chambre, mais ils peuvent partager la salle de bain, à moins d'indications contraires de la PCI. En ce qui a trait au circuit du médicament, je vais seulement aborder ici les grandes lignes, puis je vais vous référer au document de travail que je vous ai parlé tantôt, le travail en zone tiède et chaude, pour avoir davantage de précision. Pour l'HDQ, le Saint-François et le CHUL, les médicaments sont retirés des armoires et sont conservés au poste. Pour l'Enfant Jésus et Saint-Sacrement, les médicaments peuvent continuer à être gardés dans les chariots à médicaments. Toutefois, ça se peut que, dépendamment où le chariot est placé sur l'unité, donc soit en zone tiède ou en zone chaude, il se peut qu'il y ait des particularités dans la façon de préparer et d'administrer les médicaments. Si jamais les médicaments doivent être préparés au poste ou hors de la zone chaude pour plusieurs patients, comme par exemple dans le cadre de la grande tournée de médicaments du matin ou du midi. À ce moment-là, vous pouvez regrouper les médicaments préparés pour chacun des patients qui ont été vérifiés avec la FADM dans un sac de plastique de type Ziploc que vous identifiez au nom puis au numéro de dossier de chaque patient. Vous pouvez, pour identifier ces sacs-là, au début de quart de travail, vous faire sortir une série d'étiquettes qui sont au nom et numéro de dossier du patient. Et vous les collez sur le sac. Et ainsi, quand que vous rentrez dans les chambres, vous avez l'identification du patient et pouvez ainsi faire votre double identification avec le bracelet du patient. Pourquoi faire ça? Bien, parce qu'aucune feuille ne doit entrer dans les chambres. Donc, on ne peut pas entrer les FADM dans les chambres et ainsi faire la double identification du patient avec la FADM. En zone chaude, les feuilles de bilan puis les feuilles de signes vitaux ne peuvent pas être conservées à la porte de la chambre. Ils doivent être conservés, retirés de ces cartables-là et conservés dans le cartable de documentation que l'infirmière ou l'infirmière auxiliaire traîne avec elle, avec les FADM et avec les PSTI. Je rappelle également que l'intervenant qui prépare un médicament doit l'administrer. Donc, il est possible que ça signifie que l'intervenant doive sortir de la chambre pour retourner au poste, préparer le médicament et retourner l'administrer lui-même. En ce qui a trait à la double identification indépendante, la double vérification indépendante, je m'excuse, l'objectif c'est de minimiser le nombre d'intervenants qui doivent entrer dans la chambre du patient. Donc, on trouvait que c'était pas nécessairement pertinent qu'une deuxième personne entre dans la chambre seulement pour venir vérifier si la pompe était bien programmée. Il y a une procédure qui a été décrite dans le document de travail, qui a été écrite dans le document de travail qui détaille bien ce qu'on doit faire. Et cette procédure-là est la même pour la zone tiède que pour la zone chaude. Si vous cherchez la procédure de DVI pour les produits sanguins, vous pouvez consulter la page COVID-19 dans l'onglet Informations médicales et cliniques.
Donc, rapidement, la procédure de DVI à la pompe. Une infirmière entre dans la chambre avec une copie de la FADM, de la feuille spéciale ou de l'ordonnance. Et il y en a une autre qui reste au poste avec l'original du document. L'infirmière dans la chambre va appeler l'infirmière au poste, soit avec un téléphone, le téléphone dans la chambre du patient, que si elle peut le mettre sur main libre, tant mieux. Sinon, elle peut seulement le prendre et le garder à distance de son visage et parler fort. Avec l'intercom, s'il y a une communication bidirectionnelle qui est possible, ou avec un walkie-talkie si l'équipement est disponible sur l'unité de soins. Donc, encore une fois, c'est ça, je vous réfère au document de travail en zone tiède et chaude pour avoir tout le détail de la DVI pour la médication à la pompe. Dernière chose, des astuces pour le travail en zone tiède et chaude. Regroupez vos soins le plus possible. Ce que ça veut dire, c'est que si vous avez quelque chose à faire dans vos chambres à 10h, 10h30 puis 11h, essayez de voir si vous n'êtes pas capable de tout ramener à 10h30 pour rentrer juste une fois. Anticipez les tâches à venir. Si vous rentrez dans votre chambre et que vous savez que votre soluté va finir dans 30 minutes, changez-le tout de suite. Comme ça, vous n'aurez pas à retourner justement dans 30 minutes. Privilégiez les tournées quand c'est possible pour essayer de voir plus qu'un patient. Donc, quand vous rentrez dans une chambre, essayez d'avoir autre chose à faire dans les autres chambres pour pouvoir enfiler l'équipement de protection juste une fois. Ça peut aussi vouloir dire d'appeler le patient avant d'entrer dans la chambre quand c'est possible, évidemment, puis que le patient collabore pour mieux planifier la visite. Donc, de l'appeler pour lui dire « Est-ce que vous auriez besoin d'un calmant, par exemple, pour éviter d'avoir à sortir et d'aller le rechercher. » Finalement, je vous invite à faire attention puis à surveiller, à porter une attention particulière à l'agglomération qui peut avoir lieu à la sortie de la cohorte chaude. Des fois, on voit plein d'intervenants en même temps qui essayent de tout retirer l'équipement de protection en même temps, puis ça peut donner lieu, ça pourrait être plus facile de se contaminer de cette façon-là. Donc, distancez-vous les uns des autres quand vous retirez l'équipement de protection, puis ça se peut que ça veuille dire de le faire un à la fois. Finalement, profitez d'une visite aussi dans une chambre pour offrir à vos collègues d'aller faire un tour dans les leurs. Donc, ça pourrait permettre à ce moment-là qu'il y ait juste une personne qui aille dans les chambres. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit plus jamais rentrer à plus qu'un dans la chambre. On continue quand même d'y aller selon les besoins du patient. Il faut juste repenser la façon qu'on donne les soins pour minimiser le nombre de personnes qui rentrent dans la chambre. Finalement, on n'oublie pas de conserver ses distances entre les collègues de travail, de conserver son 2 mètres. Et en résumé, je vous rappelle qu'en zone tiède, on conserve le masque et la protection oculaire entre chaque patient. En zone chaude, on conserve la blouse, le masque et la protection oculaire. Faites attention au partage de matériel entre les patients des zones tièdes puis des zones tièdes et chaudes. Puis si jamais vous avez besoin de partager le matériel, n'oubliez pas de faire une très très bonne désinfection avec les lingettes. Puis finalement, encouragez vos collègues à repenser le soin, à les regrouper, à fonctionner en tournée, à planifier les visites pour que, ultimement, vous soyez mieux protégés puis qu'il y ait le moins de contamination possible. Je vous rappelle également que ça va bien aller. Puis je vous dis un gros merci et de passer une très belle journée.